Cari amici sportivi, voici voiture de légende à l'italienne. Nous sommes chez Francorchamps Motor, Ferrari Maserati en Belgique, avec un invité de prestige, c'est Eric Van de Poel. Eric, bonjour. Maserati, c'est une marque qui vous parle parce qu'elle a été relancée il y a quelques années et le sport, évidemment, fait partie intégrante de la légende et de l'histoire de la marque. Oui, c'est vrai que cette marque a vécu très fort avant ma génération. Et puis pendant ma génération, on en parlait mais pas trop. Et puis depuis que Maserati est revenu, ça fait je dirais une dizaine d'années maintenant où ils deviennent vraiment dynamiques. Forcément, moi j'ai un petit atome crochu puisque ça fait 2 années d'affilée que j'ai la chance de gagner les 24 heures de Francorchamps avec Maserati. Donc c'est vrai que je le porte sur mon cœur pour le moment. Voilà, avec la Maserati MC12, là nous avons la Grand Sport, la fameuse Quattroporte. Ce sont des voitures de prestige s'il en est. Eric, Maserati, vous l'avez dit, c'est aussi la légende de l'automobile, les années 50 avec notamment la Formule 1. On va tout de suite se rendre à Spa parce qu'il y avait un très beau meeting historique au début du mois de juin, Spa Italia, avec notamment des Ferrari, des Alfa et des Maserati et quelques invités aussi. On va retrouver le carrossier Zagato ainsi que Maria Teresa de Filippis, la première femme pilote en Formule 1. On parlera des femmes après. A tout de suite, on regarde tout de suite Spa Italia. En quelques années, Spa Italia est devenu un événement incontournable pour tout amateur de voitures italiennes au sang chaud. Et 2007 n'a pas échappé à la règle et à la tradition, le plus beau circuit du monde ayant une nouvelle fois servi d'arène à un impressionnant rassemblement de ce que l'Italie fait de mieux en matière d'automobile, de carrosserie et de design. Nous avons des collectionnistes qui sont devenus aussi des amis. Et c'est pour ça que nous venons à voir les voitures anciennes. Et si Andrea Zagato était de la partie, c'était notamment pour présenter cette Zagato Maserati Grand Sport qui s'inspire de l'A6G Zagato 1954, une pièce unique commandée au carrossier par un richissime amateur. Cette année, c'est Maserati qui était à l'honneur à Spa Italia. La marque fondée par les frères Maserati a toujours été la rivale des plus grands constructeurs italiens, dont Ferrari bien sûr. Elle a survécu à bien des vicissitudes pour aujourd'hui représenter un fleuron de la production transalpine. Quant au sport, qui fut depuis le début son image de marque, il n'était pas oublié, d'autant que 2007 est marqué par la célébration du 50e anniversaire du 5e et dernier titre de champion du monde de F1, remporté par Juan Manuel Fangio au volant de l'inoubliable 250F. Concours d'élégance, défilé et tour de circuit est au programme du week-end. Le tour rehaussé par quelques personnalités de premier rang, dont Maria Teresa de Filippis. Originaire de Naples, elle a été la première femme au monde ayant réussi à connaître le succès dans des compétitions de Formule 1, terminant notamment 5e du Grand Prix de Syracuse et 10e à Francorchamps en 1958. En ce moment, je suis contente d'être ici, et ça me reste un peu comme une commotion pour me rappeler tout cela que c'était, pourquoi c'était une course vraiment formidable, difficile, et que je l'ai fini la course, et je suis arrivée là, moi et Joachim Bonnier. Nous sommes, naturellement, on n'est pas entre les premières des pilotes, mais nous sommes arrivés avec les 2 vieilles Maserati. Ce n'était pas des voitures trop modernes. Et Fangio, il était un grand ami de moi, il était le plus vieux de tous. C'est pour ça qu'il était toujours un peu tout plus seul. Pourquoi il y a la différence de l'âge. Mais il m'a donné beaucoup de conseils et il disait toujours, Maria, tu vas trop forte. Comme chaque année, les clubs ont eu la possibilité de réserver un emplacement dans les paddocks. Passion et convivialité étaient dès lors les maîtres mots de cette réunion de tifosi où les participants rivalisent d'imagination en termes de présentation et d'animation. Il est vrai que la possibilité d'évoluer sur le plus beau circuit du monde au volant d'une rutilante italienne, notamment à l'occasion de la Grande Parade, cela vaut bien quelques kilomètres à destination des Ardennes.
L'Italie et l'automobile, c'est évidemment le berceau quelque part des belles carrosseries, Eric. Les Maserati, et notamment la MC12 que vous pilotez et que vous piloterez encore aux 24 heures de Francorchamps à la fin du mois de juillet, ce sont des voitures qui justement transpirent quelque part cette tradition automobile italienne. Comment est-ce que ça se ressent au volant? Ben, ça se ressent surtout aussi par l'équipe, parce que l'équipe italienne, c'est toujours un spectacle, même dans les stands et en dehors. Et puis dans la voiture, c'est vrai qu'il y a quand même un petit caractère italien qu'on retrouve, ne fût-ce qu'au niveau je dirais de la décoration, même si c'est une voiture de course, de la finition de la voiture et cette finition exceptionnelle que les Italiens peuvent avoir, non seulement sur les motos aussi, et chez Maserati notamment. Donc forcément, on en profite pendant au moins 24 heures. Voilà, c'est quand l'industrie devient artisanat, voire même orfèvrerie en ce qui nous concerne. On a vu Maria Teresa de Filippis, la femme pilote, la première femme pilote en Formule 1 à Francorchamps lors des Spa Italia. Elle est au volant de cette fameuse Maserati 250F. Vous voyez de quelle Formule 1 il s'agit, Eric? Oui, tout à fait. Oui. Moteur avant, on va la visiter. On va en tout cas retrouver l'histoire de cette 250F. C'est une voiture qui a couru pendant 7 ans en F1. C'est évidemment une autre époque, dans les années 50, avec les plus grands pilotes. Stirling Moss a gagné à Monaco en 56 et Juan Manuel Fangio a été champion du monde. Son dernier titre mondial en 57 avec la Maserati, la 250F, voiture de légende. De 1954 à 1958, la 250F fut fabriquée à plus de 30 exemplaires et subit une constante évolution. Après la première année d'activité riche en succès, fut adoptée en 1955 une nouvelle boîte de vitesse à 5 rapports, tandis que l'ingénieur Giulio Alfieri effectuait des études très approfondies sur l'alimentation à injection directe et indirecte. Au Grand Prix d'Italie de l'année suivante, 2 voitures destinées à Moss, vainqueur de la course, et à Berra firent leur apparition. Avec un moteur incliné à 6 degrés par rapport à l'axe longitudinal du véhicule, afin de pouvoir faire passer l'arbre de transmission sur le côté du pilote, améliorant ainsi l'aérodynamique de la voiture tout en abaissant le centre de gravité. Cette solution fut pratiquement écartée en 1957 par l'introduction d'un nouveau châssis allégé. On expérimenta à la même époque un nouveau moteur à 12 cylindres en V, très complexe, œuvre de l'équipe technique d'Alfieri. En 1958 fit son apparition, mais de façon sporadique, la dernière version appelée Piccolo. Au cours de 5 années d'une activité très intense, les Maserati 250F remportèrent d'innombrables victoires sur tous les continents, couronnées par le titre mondial de Juan Manuel Fangio en 1957. Ces voitures constituaient la force de l'équipe officielle de Maserati, elles furent les monoplaces préférées des pilotes amateurs. Parallèlement à l'activité des monoplaces, le champ d'action de Maserati se développa également dans le secteur des voitures sport et commerciales. Au cours de cette période, en effet, on constatait une prolifération de modèles, de types et de cylindrées diverses que l'on peut considérer comme excessives, étant donné l'énorme masse d'énergie qu'elle avait nécessitée. Une vraie Formule 1 de légende, cette 250F de Maserati. Eric, on a vu sur des circuits absolument extraordinaires, le vieux Nürburgring, l'ancien Francorchamps. Ça aussi, c'est une époque révolue malheureusement, mais qu'on peut retrouver heureusement dans les courses anciennes. Oui, exactement. Et puis je dois dire, le Nürburgring, ça reste quand même encore un circuit où on a la chance de pouvoir y rouler, même en course. Vous avez couru en Maserati au 24 heures de Nürburgring l'an passé, c'est vrai? Exactement, sport, voilà. Exactement. Et par contre, Francorchamps, c'est vrai que là, c'est plus pour aller d'un point à un autre. On peut se mémoriser les anciens bons souvenirs sur l'ancienne piste, mais le tracé n'existe plus vraiment. Alors, une manière de retrouver ce plaisir de conduite, ce sont les courses routes, les rallyes, notamment les rallyes classiques. Vous avez participé notamment au National Classic Tour. Eric, qu'est-ce que vous retrouvez? C'est l'ambiance ou on retrouve aussi un contact avec la route qui est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui? Oui, ça permet 2 choses, en tout cas de voir l'évolution des voitures et la technologie d'aujourd'hui qui est absolument exceptionnelle par rapport à ces voitures-là. C'est vraiment quand on les conduit qu'on se rend compte de l'évolution. Et puis surtout, on est au milieu de passionnés. Et le soir, autour d'un bon verre, autour d'une bonne table, c'est vraiment des moments inoubliables et c'est vraiment une épreuve formidable.
notamment avec aussi la jante féminine, Eric. On a vu Maria Teresa de Filippis. Les femmes s'intéressent de plus en plus au sport automobile, ils participent de plus en plus. Là, on va parler d'un rallye qui leur est réservé. Est-ce que ça aussi, ça vous intrigue, ou est-ce que votre épouse serait intéressée? Je vais lui en parler. Eh bien, Peut-être, voilà. mais je vais commencer avec elle pour voir si vraiment elle prend goût. Mais il y a des chances. Voilà, le sport automobile classique, on peut le pratiquer en couple, mais aussi avec des femmes au volant, figurez-vous, elles se débrouillent plutôt bien. La preuve avec ce rallye des princesses qui nous emmène jusque sur la Croisette à Cannes. Place Vendôme, fin mai, comme d'habitude, les concurrents du rallye des princesses se sont donné rendez-vous ici pour participer à la 8e édition de l'épreuve. Cette course, où seules les femmes pilotent, roule sur les traces du Paris Saint-Raphaël féminin de la grande époque, arrivée prévue 5 jours plus tard à Cannes, après 1500 km d'une course de régularité dans laquelle tenir une moyenne de 50 km/h relève du challenge. Aux manettes, Patrick et Viviane Zaniroli, à elle la logistique, à lui l'organisation sportive et le roadbook, avec l'aide d'Alain Lopez. Lundi matin, c'est sous un ciel nuageux et menaçant que le départ est donné, direction le sud de Paris, pour une première étape en direction de La Châtre. 6 secteurs de régularité sont au programme de la journée. C'est dans ces secteurs que se joue la course. Chaque seconde, en plus ou en moins du temps idéal, donne un point de pénalité. La longueur des secteurs peut varier. Ici, ce sont quelques kilomètres, mais certains secteurs peuvent atteindre jusqu'à 50 km. À l'extérieur, le rythme peut sembler lent, mais à l'intérieur, ça ne chôme pas. Exemple, dans la Mercedes 300 SL de Sarah Runzis et Catherine Meyer-Corbert, victorieuse ici même l'an dernier. C'est bon, non mais tu touches à rien d'autre. Bon, d'accord. Tu m'as dit à droite et à 8-12, ça Ouais, je sais. c'est parfait là, tu touches, c'est bon. À droite, il y a un stop et tu prends à droite. 8-12. La dernière spéciale du jour se disputera sur le circuit de La Châtre. La première journée est marquée par de fortes pluies qui auront détrempé des concurrentes en décapotable. Le lendemain, c'est vers Vichy que s'élance la caravane. Il fait beau, enfin, et chaque équipage a à cœur de prouver son savoir-faire. Du coup, ce sont les pénalités qui vont pleuvoir ce jour-là dans un véritable jeu de piste tracé sur les petites routes de la région. Chaque croisement est une nouvelle occasion de se tromper, tout en maintenant la fatidique moyenne de 50 km/h. L'exercice est loin d'être évident. 48 pour la 27. Bonjour. Voilà, il y a un bip qui se produit, donc son temps est rentré dans son carton, dans sa puce. 48, c'est ça. C'est bon, ça roule. Il y a 8 spéciales à disputer au cours de cette journée. Les paysages se font de plus en plus sauvages et le passage sur les contreforts du Massif central permet à la plupart des concurrentes de découvrir le parc des volcans d'Auvergne, superbe.
Aujourd'hui, c'est l'équipage Grazmüller-Pack qui va l'emporter en ne marquant que 14 points de pénalité sur l'ensemble de la journée. Encore une fois, 5 équipages passent au-dessous de la barre des 50 points. Ils sont 8 en dessous des 100 points. L'équipage Montillet-Suchet parvient ainsi à se hisser à la 4e place du général. Le soir, c'est au circuit de Charade que se dispute la dernière spéciale du jour. Contrairement à ce que l'on peut penser, une voiture puissante est toujours plus facile à piloter dans ce genre de compétition. Pour conserver une bonne moyenne, il faut pouvoir réaccélérer rapidement et la puissance aide à se remettre dans le bon timing, surtout dans des passages de village où 30 km/h seulement sont possibles. Le soir, sur le circuit du pôle mécanique d'Alès, ce sont des trompes d'eau qui accueillent les concurrentes en route vers Avignon, la ville étape de cette autre difficile journée. Allez, un gros sourire. Voilà. Enfin, le rallye touche au but, Cannes, la Croisette, et pour fêter ça, bien sûr, champagne pour les vainqueurs. L'équipage constitué de Carole Grazmüller et Michel Pack sur une Austin Hillet carrossée par Bentham. Le podium féminin est complété par Nathalie Gabet et Janie Juillet sur Alfa Romeo GTV et Carole Montillet et Mélanie Suchet, et oui, sur le Datsun Fairlady. Après les princesses, les princes, enfin dans cette Maserati Grand Sport, évidemment, on retrouve un jeune pilote, Martin Lucas, qui court dans une voiture de légende, mais les fameuses légendes cars qu'on connaît bien dans cette émission. Martin, alors 2 courses au programme de cette émission sur 2 circuits très différents, Zolder et Colmar-Berg. Ce sont des petits circuits parce que c'est des voitures qui forcément se prêtent mieux à des tracés sinueux. Oui, évidemment, avec un moteur de moto, les accélérations fulgurantes, on est beaucoup plus à l'aise sur les circuits où ça tourne beaucoup et on a des petites lignes droites. Donc évidemment, Colmar-Berg et Zolder se prêtent très bien pour ces petites voitures et on s'amuse beaucoup sur ces circuits-là. Alors précisez-nous un peu le contexte de votre participation à cette série Légende Car. Il est un peu particulier. Oui, donc en plus de faire ce championnat complet, on a l'opportunité d'accueillir des enfants à chaque course, des enfants défavorisés, des enfants exceptionnels. Et donc on les fait partager un week-end de course dans les stands avec nous, à monter sur les podiums et tout se passe très très bien.
Et ça s'appelle cette association caritative? Donc en fait, ce sont des enfants qui viennent de l'Enfant des Étoiles. Donc eux, c'est une organisation qui crée des spectacles pour eux et qui se charge de faire venir des enfants d'un peu partout en Belgique, de tout handicap ou juste défavorisés et de les faire partager ce moment avec nous. Formidable, des étoiles plein la tête pour ces enfants dans les 2 courses du mois en série Légende Car, à Zolder et à Colmar-Berg. On y va. Les petites Legends Car ont assuré au moins autant de spectacles que les impressionnants gros camions à Zolder à l'occasion du Truck Super Prix. Lors des 4 manches disputées sous le regard admiratif de nombreux spectateurs, on a pu assister à de nombreuses bagarres avec souvent 2, 3, voire 4 pilotes dans un mouchoir de poche. À égalité à l'issue des essais, Maxime Soulet et Pierre Severin ont remporté chacun un de leurs duels, le patron du Delahaye Racing s'imposant pour 66 millièmes lors de la 3e joute. Lors de la dernière manche de dimanche, c'est Claude Watain qui s'est positionné comme le plus grand concurrent face à l'efficacité et à l'expérience de Pierre Severin. Ces 2 hommes-là se sont battus pendant 11 tours sans jamais rien lâcher, c'était d'une rare intensité. Ils nous ont offert pas moins de 12 changements de leader, rien que pour cette manche, du très très grand spectacle. À sa descente du podium, le pilote du Brabant Wallon laissait parler son cœur. La 16 part, au même moment, moi je crois que son moteur casse, que j'ai de l'huile sur mon pneu. Je freinais. Il était très satisfait de son week-end, même s'il pouvait regretter une 3e place lors de la première manche du meeting, où ses collègues de jeu, Soulet et Van Bell, l'avaient pris un peu à froid. Sur une piste délicate et encore humide, il n'avait pas opté pour le bon setup. Mais pour le reste, tous amusés. L'ambiance et la convivialité qui règnent dans les paddocks y sont pour quelque chose aussi. Quant à Maxime, François Verbiest et Claude Watain, ils ont offert une belle résistance. Derrière, les poursuivants s'organisent et l'écart qui les sépare des meilleurs s'est réduit à une peau de chagrin tout au long du week-end. En effet, lors de la dernière explication sur la piste, pas moins de 6 pilotes étaient réunis en moins de 5 secondes, preuve que tout le monde a sa chance en Legends Car. Le niveau a vraiment évolué cette année et la moindre erreur se paye cash. On retiendra également les excellentes prestations de Rav Van Bell, Luc Hansens, Adrien Nicolas et Martin Lucas, qui ont tous accédé à un moment ou un autre au podium face à des pilotes bien plus expérimentés. Notons aussi la participation de Christophe Kerkhoff et Olivier De Wilt, qui ont affiché un beau potentiel et n'ont cessé de s'améliorer lors de chaque passage devant la cellule du chrono. Depuis le début de cette saison, les courses se suivent et se ressemblent un peu dans le remuant peloton des Legends Car, car le nouveau venu Pierre Severin n'en finit pas d'impressionner. Lors de l'épreuve de Colmar-Berg, disputée sur le circuit luxembourgeois, le Wavry a encore remporté 3 des 4 courses programmées, n'en déduisait pas pour autant que Pierre se la coule douce. En venant ici, j'aimais bien le circuit, j'aurais pu espérer faire 4 sur 4, puisque je ne l'ai jamais fait, j'ai chaque fois fait des 3 sur 4. Je termine avec un 3 sur 4, je suis très content quand même, mais j'adore ce circuit et c'est clair que la voiture ici, c'est impeccable, c'est très très chouette comme voiture. Le plaisir, il est intense, maintenant c'est clair qu'il n'y a pas de secret, au plus on est propre et au plus on va vite, que ce soit dans le karting, dans la voiture monoplace ou que ce soit dans la Legend Car, la règle est la même, c'est au plus on est propre, au plus on ira vite. Moi je pense que c'est un peu du karting 2 temps. Puisque bon, le pont est bloqué à 100% et ça c'est la grande différence par rapport à toutes les voitures sur lesquelles j'ai pu rouler. Mais le pilotage, ça reste toujours la concentration, l'audace et puis ne pas faire de faute, quoi. Bref, vous l'aurez compris, l'ex-champion de Belgique de Formule Renault 1600 ne regrette pas d'avoir emmené son équipe, le Delahaye Racing Team, dans cette compétition haute en couleurs. Comme il le reconnaît lui-même, Pierre a face à lui de sérieux concurrents, à commencer par Claude Watain, ex-spécialiste des courses de côte. Le Bruxellois a retrouvé avec joie les compétitions en peloton fin 2006. Depuis, il a décidé d'acheter une Legends Car et de disputer l'intégralité de la saison, faisant preuve d'une impressionnante pointe de vitesse. Faute de mauvais calculs de ma part en fait dans les derniers tours, à savoir quand est-ce qu'il faut passer l'autre et à quel moment, m'a fait perdre la victoire en fait, mais mon espoir était de gagner quand même. Arrivé à un certain moment, à mon avis, la gomme commence à perdre un petit peu de ses qualités d'adhérence parce que la gomme est effectivement arrive à une certaine température
Et comme on roule très très vite depuis le départ de la course, on attaque très fort dans la voiture, fatalement la voiture se dégrade au fur et à mesure, ce qui fait que les autres, ayant peut-être pris un départ moins foudroyant, nous rattrapent par après. C'est vrai que Pierre Séverin et Claude Watain sont un petit peu au-dessus du lot pour l'instant, mais les autres se rapprochent. Depuis le début de la saison, ils sont nombreux à avoir bataillé pour la victoire. Il leur manque juste un peu de régularité et parfois de réussite pour se battre avec les habituels premiers jusqu'au drapeau à damier. Mais ils sont bien décidés à s'accrocher et la fin de la saison s'annonce passionnante. C'est ça qui est chouette en Legion Car, c'est que tout le monde se respecte, il y a une bonne ambiance et il y a une bonne sportivité même sur la piste, quoi. C'est ça qui est bien. Nouveau venu dans le peloton, il vient d'acquérir une nouvelle monture. Olivier Momens poursuivra son apprentissage, tout comme Robert Migneret qui espère confirmer les bonnes dispositions affichées à Zolder. À noter également Romain Tronbex ou encore David Nevers. C'est très amusant, surtout ici. C'est un circuit qui convient à mon avis assez bien à la voiture parce qu'il est assez rapide avec des courbes de différentes sortes. C'est bien. Voiture de légende ne manquera pas de vous tenir informé de la suite de ce championnat palpitant. Rendez-vous donc dans la prochaine émission. Légende Car sur Voiture de légende, ce sera un rendez-vous régulier cette année. Eric, pas mal d'actualités dans les semaines qui viennent, essentiellement à Francorchamps avec les 24 heures. Vous y participez sur une Maserati MC12, peut-être pour la passe de 3. Et puis les 1000 km de Spa le 19 août, vous y serez aussi dans la série Le Mans. Parlez-nous un peu de ces programmes, de votre actu. Bon, tout d'abord, on va faire ces premiers 24 heures sur le nouveau circuit parce que, comme vous le savez, il a été un peu modifié. Et c'est vraiment un plaisir énorme de retrouver Francorchamps avec des infrastructures vraiment magnifiques maintenant. Et puis surtout avec une voiture et une équipe qui peut encore gagner. Je dirais peut-être que sur le papier, on va dire 3 fois d'affilée, ça va être difficile, c'est vrai. Mais je dirais au niveau compétitivité, équipage, etc. J'ai les mêmes chances que les autres années, donc le potentiel est là, on va tout faire pour gagner. Voilà, ça c'est 29 et 30 juillet à Francorchamps, les 24 heures de Spa. Et puis enfin, on va parler d'un dernier rendez-vous, ce sont les 25 heures Fun Cup. Ce sera à Francorchamps les 8 et 9 juillet. Eric, la Fun Cup, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais c'est du sport automobile démocratique, je dirais, accessible à tous. Vous n'avez jamais participé aux 25 heures, je crois, mais c'est une auto qui finalement permet à tout un chacun de découvrir le sport automobile. Eh bien, détrompez-vous, Pierre. J'ai fait quelques relais l'année passée avec un passager, puisque c'était un peu le but, c'était de faire partager notre passion. Et c'est vrai que c'est formidable, au milieu de toutes ces Fun Cup, même la compétition est là. Et c'est toujours aussi difficile d'être devant. Donc c'était un plaisir énorme. Et il y a du spectacle non seulement sur la piste, dans la voiture, mais quand on est en spectateurs, il y a tellement de voitures qu'on ne s'ennuie jamais. Donc, voilà, 140, 150 voitures. Il y a des biplaces effectivement avec des pilotes de renom pour emmener des spectateurs privilégiés dans la course. C'est quand même unique en son genre. Et puis en Fun Cup, le fun, parce que comme son nom l'indique, c'est qu'on trouve toujours un pilote, entre guillemets, à sa hauteur, donc que vous soyez très rapide, moyennement rapide ou pas très rapide. Tout le monde s'amuse, c'est ça qui est sympa. Merci Eric Van de Poel pour votre visite et merci à nos amis de Francorchamps Motor de nous avoir accueillis aujourd'hui. Prochain rendez-vous sur Bisport, comme d'habitude, Voiture de légende, le dernier jeudi du mois.